seconde table ronde, nous allons inviter Monsieur Pascal Abdakovitch, Maître Jean-Louis Decoq, Mesdames Thi Anguitar et Audrey Martin et Madame Kathleen Ruas-Pires. Nous allons aborder, dans le cadre de cette seconde table ronde, la question de l'accompagnement à la vie affective et sexuelle des jeunes en établissements sociaux et médico-sociaux. Alors, au niveau des chaises, est-ce qu'on est bon comme ça, vous pouvez aller... hop, hop, je peux m'asseoir. Alors pour rappel, donc Monsieur Pascal Abdakovitch est directeur de la MEX de l'Artois. Maître Jean-Louis Decoq est avocat. Mesdames Thi Anguitar et Madame Audrey Martin sont infirmières et psychologues et sont intégrées au dispositif intégré IME et CESAD de la Horgne. On aura le temps de pouvoir échanger justement sur le dispositif mis en place au sein de leur établissement. Et nous accueillons également Madame Kathleen Ruas-Pires, qui est conseillère conjugale et familiale au CPEF de Carvin. Dans le cadre de cette seconde table ronde, on va vous présenter également un second clip qui est inspiré justement de notre billet éthique lié justement à la vie affective et sexuelle des jeunes en établissements sociaux et médico-sociaux. Je vous souhaite un bon visionnage. Me semble-t-il qu'on se retrouve sur la première diffusion du clip, première diffusion officielle du clip. Salut. Ça a été tes cours? Bah oui, ça a été. Eh, stop! Vous vous croyez où tous les deux? C'est pas un lieu pour le faire ici. Vous avez pas honte, hein? Alors, ce qu'on peut identifier dans le cadre de cette vidéo, et je pense que c'est quelque chose qui va parler auprès des professionnels qui sont ici au niveau des établissements, c'est qu'à un moment dans cette vidéo, on voit un couple de jeunes qui se retrouvent à ce qu'on leur demande d'aller ailleurs, et finalement, ils se retrouvent à aller dans une forêt, dans un endroit qui n'est pas forcément adapté, avec des détritus. Alors, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, ça va être derrière un buisson qui est bien identifié, ça va être dans les dunes, ça va être dans le jardin public. Mesdames Guitard et Mesdames Martin, vous
vous avez mis en place au sein de vos établissements, ou votre établissement, a mis en place un dispositif en lien avec la question de la vie affective et sexuelle des enfants en établissement. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage ? Voilà. Donc effectivement, nous venons d'un IMPRO et CESAD, qui accueille des jeunes de 14 à 20 ans et plus. Et au sein de notre établissement, nous avons mis en place depuis 2016 ce que l'on appelle un espace intimité. Et donc c'est très bien amené par cette vidéo, parce que notre but d'origine était de pouvoir leur offrir un espace digne et sécuritaire d'expression de leur vie affective, intime et sexuelle. Donc nous nous sommes formés auprès d'une thérapeute sexologue qui nous a permis de pouvoir réfléchir à nos possibilités de mise en place déjà de modules au sein de l'IMPRO pour pouvoir déjà faire de la prévention et également par la suite d'aller plus loin mais de leur permettre un lieu d'expression. Suite à cette formation, nous avons ouvert donc notre espace intimité. C'est un lieu que nous avons voulu accessible selon un protocole assez précis qui s'est étayé au fil des années et qui permet à nos jeunes seuls ou en couple, on s'est limité à 2 pour le moment, de pouvoir accéder à un espace pour un moment de partage à 2, relations sexuelles ou pas en tout cas, mais en tout cas voilà, un espace où ils peuvent avoir accès aux droits, à leurs droits d'expression de la vie affective, intime et sexuelle. Alors, de souvenir, c'est un projet de longue haleine qui a été mené par votre intermédiaire, Madame Guittard, où à l'origine on était au sein de votre établissement sur une évaluation interne et on vous avait demandé de travailler sur la question de l'accompagnement au SIDA, une sensibilisation au SIDA. Oui, en effet, l'accompagnement à la vie affective a démarré il y a 30 ans au sein de l'association, parce qu'on fait partie du comité mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Et ça a démarré par la sensibilisation aux risques infectieux, au VIH. Et de fil en aiguille, le médecin psychiatre de l'établissement de l'époque a fait la réflexion en disant mais s'il y a un problème qu'on aborde la question de la vie affective avec nos jeunes par le biais du risque. Et donc, du coup, on a monté un accompagnement à la vie affective par des groupes, ce qu'on appelait à l'époque puberté, affectivité, sexualité, où on aborde tous les thèmes classiques que les établissements peuvent faire, la puberté, les changements corporels, les relations affectives, les relations sexuelles, les émergences sexuelles, tout ce qui peut intéresser nos jeunes. Et de fil en aiguille, nos jeunes nous ont obligés quelque part à aller plus loin et à leur proposer un espace qui puisse plus sécuriser pour eux. Parce qu'à l'époque, dans les unités de vie, ils ne pouvaient pas accéder aux chambres, qui étaient doubles, les chambres doubles. Donc on était, suite à cette évaluation interne, sur une réflexion autour de l'inversion du paradigme et de la question de comment réfléchit-on et comment travaille-t-on la question de la vie affective et sexuelle en prenant en compte la parole et les droits, en considérant que la vie affective et sexuelle n'appartient pas à une autre personne que l'individu. Que la leur. Bon. Et si on voulait circonscrire d'un point de vue légal la question de la vie affective et sexuelle, maître de Coq, qu'est-ce qu'on pourra en dire ? Alors, tout d'abord, dans le film que vous avez vu, en fait, on pourrait dire qu'il y a 2 infractions déjà. La première, c'est le père qui va s'immiscer, si vous voulez, sur la lecture, certainement des SMS ou messages reçus par sa fille. Alors, c'est une atteinte, on va dire, au secret de la correspondance. Et quand je dis ça, c'est la première infraction qui a été relevée. Et la seconde, c'est lorsque de jeunes filles sont dans leur chambre et que vous avez un adulte, effectivement, qui
sans avoir été autorisé, hein, va pénétrer, je dirais, dans ce qui peut être considéré comme leur domicile, hein, c'est leur hébergement. Et donc, il y a 2 infractions, et ces infractions, elles sont simples, hein, c'est un paragraphe, c'est l'article 16 qui les sanctionne, article 16 de la Convention internationale des droits de l'enfant, hein, qui prévoit qu'il ne peut pas y avoir d'immixtion arbitraire qui porte atteinte en fait à des libertés. Alors les libertés, c'est sentimentale, affective et puis sexuelle. Alors que comme l'expliquait tout à l'heure le docteur Roche, quand on dit vie sexuelle, effectivement, c'est pas nécessairement lorsqu'il y a pénétration, hein, mais voilà, c'est une vie sexuelle dans un sens beaucoup plus large. Hein, et donc cette liberté en fait est consacrée, et je vous inviterai d'ailleurs à vous connecter sur le site du Défenseur des droits, où vous avez la Défenseur des droits qui a établi un rapport qui est de novembre 2022. Et en fait, on s'aperçoit que dans ce rapport de novembre 2022, eh bien, aujourd'hui, les droits des mineurs eh bien, ne sont pas respectés concernant ces libertés, qui sont des libertés fondamentales, hein, qui sont des libertés reconnues par la Constitution, par la Convention européenne des droits de l'homme, la Déclaration universelle, etc. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ça n'est pas respecté. Alors, vous avez tout à l'heure évoqué également un droit à l'éducation. Hein. Vous avez une loi de 2001 hein, qui prévoit que les enfants doivent avoir 3 séances en fait, sur la vie sexuelle, affective, etc. Bon, alors, premièrement, j'ai envie de dire 22 ans après, on s'aperçoit, et ce sont les statistiques du rapport du mois de novembre 2022 de la Défenseur des droits, que seuls 15% de la population des jeunes, 15%, plus de 20 ans après, seuls 15% bénéficient, je dirais, de ces 3 vacations, enfin ces 3 informations annuelles. Et puis on s'aperçoit également aujourd'hui que bien ça porte sur quoi? Ça porte sur les MST, enfin tout ce qui est maladies infectieuses, etc., et sur la contraception. Bon, mais rien sur la vie affective, sentimentale et sexuelle dans un sens beaucoup plus large, et notamment rien sur, alors ça va peut-être évoluer, vous allez me dire, mais sur les violences sexuelles, sur, on le sait également, les jeunes qui ont accès au porno, hein, sur voilà, les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses, si vous voulez, à faire en la matière. Et puis, j'aurais également une observation, et après j'arrête, c'est que, c'est pas un reproche, mais autant tout à l'heure nous avions des personnes âgées hein, qui sont encore présentes dans la salle, autant nous n'avons pas de jeunes. Et le problème de l'accès aux droits des jeunes, bien souvent, si vous voulez, il passe par l'adulte. C'est-à-dire que c'est l'adulte, effectivement, qui va diffuser ou pas l'information, mais c'est très compliqué pour un jeune, un mineur, on le verra, quel que soit son âge. Hein, vous savez qu'il y a 3 stades, 3 seuils, 13 ans, 15 ans, 16 ans. Les jeunes n'ont pas réellement d'informations sur leurs droits, on va dire, et les libertés civiles, civiques dont ils bénéficient. Et ça, c'est, je dirais, un problème. C'est-à-dire qu'au-delà, et j'arrête après, mais au-delà des informations sur la vie sentimentale, sexuelle, affective, on s'aperçoit que sur ces droits qui sont des libertés fondamentales, que les jeunes n'ont même pas l'information. Ils ne savent pas que c'est consacré par des conventions internationales, par le Code de la santé publique, par le Code de l'éducation, par le Code de la justice pénale des mineurs, etc. etc. Donc, il y a un déficit d'information, et je pense que ce n'est pas très éthique de ne pas les informer, puisque c'est un peu une rétention d'informations, alors que ce sont leurs droits. Ce n'est pas les droits des adultes. Voilà. Merci.
Alors, ça nous permet de circonscrire justement le cadre d'intervention par le droit et de ramener à la question de se dire que c'est une belle aventure. Je vous ai entendu dire ça, monsieur Abdakovitch, la dernière fois, en se disant que la vie affective et sexuelle, l'amour, c'est une belle aventure. Et vous êtes particulièrement défenseur de la question de la sexualité des enfants en nous disant qu'elle ne nous appartient pas. Oui, bonjour à tous. Donc la MEX de l'Artois n'est qu'un établissement de la protection de l'enfance qui accueille et accompagne à peu près 140 mineurs de 0 à 18 ans. Donc effectivement, c'est un propos dans lequel je me reconnais bien, la vie sexuelle des gens et des enfants en particulier, en ce qui concerne mon intervention professionnelle, ne nous appartient pas. Et il y a... tout d'abord, vous dire à quel point, à travers les débats que j'ai entendus en première partie sur les personnes âgées, l'ensemble des points qui ont été soulevés sont très très communs à ceux que je gère depuis une maison d'enfants. C'est-à-dire que la question de la sexualité des personnes âgées, de la vie affective et sexuelle des personnes âgées en collectif, ce sont les mêmes questions que pour les enfants et les adolescents en maison d'enfants. À un détail près, je pense que nous sommes peut-être un tout petit peu plus concernés par la contraception, mais et encore que c'est à voir. Le grand point commun, et on va revenir sur la question de la liberté et de ce principe que la vie affective et sexuelle des enfants ne nous appartient pas, c'est la question des peurs. J'ai entendu ce mot-là dans la première partie et je le retrouve complètement. C'est comment les professionnels qui accompagnent font de leur propre peur un carcan à leur propre pensée, à partir duquel mieux vaut tout interdire plutôt que de prendre le risque. Mais le risque de quoi? Voilà. Donc, quand nous sommes intervenants, éducateurs en maison d'enfants, nous ne le savons pas toujours, mais nous sommes convoqués. Et nous sommes notamment convoqués en tant que parents de nos propres enfants. Et parfois, nous mélangeons un peu les choses. Nous voudrions tous, il y a sans doute ici un certain nombre de parents d'adolescents, et on a tous ce cheminement en tant que parents, j'ai moi-même des adolescents, ce cheminement à faire, de se dire, mais quid de la vie affective et sexuelle de mes propres enfants? Et puis finalement, ça m'appartient, j'ai quelque chose à en dire, j'ai rien à en dire. Est-ce que je peux contrôler ça? Est-ce que de quoi j'ai peur? J'ai peur que les enfants se fassent du mal, soient enceintes, se donnent des maladies. Enfin, j'ai plein de peurs. Est-ce que je peux contrôler? Eh bien, le souci, c'est quand, en tant qu'intervenants sociaux, nous mélangeons nos peurs de parents avec nos responsabilités de notre travail de professionnel, ça peut donner des choses voilà, tout à fait inadaptées. Ça peut donner, et ça je l'ai vu faire, un éducateur qui refuse systématiquement à une adolescente de 17 ans de sortir de 18h à 20h, heure du repas, parce qu'il sait qu'elle va rejoindre son petit copain et qu'il a bien compris qu'ils vont faire un tour dans sa voiture, et comme il le disait en réunion, mais on ne sait pas ce qui se passe dans la voiture. Donc, à l'époque, j'étais chef de service, je lui avais dit, mais si, on sait ce qui se passe dans la voiture. Et c'est bien sûr qu'on sait ce qui se passe dans la voiture. Alors là, c'était engagé un débat hautement technique et très élaboré, de savoir si dans la toute petite voiture qu'avait ce jeune homme, il était techniquement possible d'aller jusqu'où. Parce qu'il fallait donc se rassurer sur ce qui allait bien pouvoir se passer dans cette voiture. Et donc, finalement, l'équipe avait l'air de se rassurer, de penser que, finalement, techniquement, la voiture n'allait pas permettre... Enfin, vous voyez où on en était arrivé. Donc finalement, le médecin psychiatre avait un petit peu mis fin au débat en disant, mais la question, c'est pas de savoir ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas. La question, c'est de savoir qui ça dérange. Voilà. Et ça nous renvoie à tous les débats qui ont eu en première partie et que je ne vais pas relancer, qui sont le débat du consentement,
le débat de l'abus de vulnérabilité, au-delà de la question de l'âge. Et ce sont des débats et des questions qui se posent au cas par cas, parce que chaque enfant, chaque adolescent est unique, et qu'une adolescente de 17 ans va éventuellement nous poser beaucoup d'inquiétudes sur son propre rapport au consentement et à la vulnérabilité, là où parfois un adolescent ou une adolescente de 14 ans et demi, nonobstant la question légale, ne nous inquiète pas sur cette gestion de son consentement et là où il en est sur le plan de la maturité, de sa vulnérabilité. Donc voilà, en maison d'enfants, et finalement on rejoint tous les débats voilà, que vous avez eus en première partie. Donc je sens que je commence à devenir long, donc je vais conclure. Et c'est pas parce que les enfants ont parfois des comportements de leur génération qui nous surprennent. Hein, c'est pas parce que les jeunes garçons et les jeunes filles qui ont des cœurs d'artichaut multiplient leurs relations et leurs expériences de vie affective et sexuelle que c'est forcément une mise en danger et un problème. C'est un peu plus compliqué que cela. Tout en sachant que dans le cadre de nos travaux de réflexion, on s'est rendu compte qu'on avait abordé le sujet de la vie affective et sexuelle et on disait qu'on aurait pu aborder la question aussi de la vie affective, intime et sexuelle de l'individu, puisqu'on se rend compte à quel point le respect de l'intimité, il est important justement par rapport à cette question. Et sur cette question de la peur, hein, comme vous en avez parlé, Monsieur Abdakovic, je me souviens que dans le cadre de votre projet et sur la mise en place du projet, il y a eu justement, enfin, toute cette mise en place du projet à un petit niveau, justement, enfin, par peur des réactions ou par peur aussi du résultat, par peur des conséquences. Enfin, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de ces peurs et aussi des résultats par rapport à ce projet ? Alors effectivement, lors de la formation, lorsque nous avons lancé, disons, les travaux d'ouverture de l'espace intimité, déjà je reprends un petit peu ce que vous disiez, la formation, vraiment, c'était dans le but de pouvoir mettre à distance notre propre sexualité, pour ne pas projeter nos propres représentations et nos propres craintes hein, dans les jeunes que nous suivons. Donc ça a été un premier pas qui nous a beaucoup libérés pour pouvoir aborder des sujets aussi intimes que la sexualité de nos jeunes. On a toujours eu quelques professionnels qui n'étaient pas à l'aise avec le sujet. Le parti prenant de la direction a été de pouvoir dire on a le droit de ne pas être à l'aise, mais on n'a pas le droit de bloquer. Si on n'est pas à l'aise, on va plutôt passer le relais à des professionnels qui sont identifiés au sein de l'établissement comme étant porteurs de ce projet. Les questions qui ont émergé justement de ces professionnels un peu plus craintifs tournaient beaucoup autour de la question si on va ouvrir une espace intimité, mais en fait comment est-ce qu'on va gérer l'afflux de jeunes qui va se diriger devant la porte, comment est-ce qu'on va pouvoir boucler toute cette liste en seulement une semaine, comment gérer aussi la spontanéité, enfin, du coup, étant donné qu'on doit mettre en place un protocole voilà, pour pouvoir sécuriser ces temps-là, où est la spontanéité, où est l'intérêt pour des jeunes voilà, dont les pulsions ont parfois besoin d'être assouvies dans l'immédiat, où est l'intérêt d'une chambre, on va prendre rendez-vous, on va avoir un créneau peut-être 2-3 jours après, est-ce qu'ils vont toujours avoir envie? Donc forcément, on a dû replacer certaines choses, les représentations des professionnels, avec beaucoup d'humour, je pense aussi, en leur disant mais vous, quand vous êtes au travail et que tout d'un coup vous avez une pulsion, est-ce que vous courez chez vous, vous lâchez votre poste et puis vous vous dirigez vers votre compagne, votre compagnon? Donc effectivement, on a pu reprendre certaines craintes de cette façon, mais en tout cas, le fait que ces formations soient répandues à absolument tous les professionnels de l'établissement. Alors on a un petit groupe d'origine, mais par la suite étendu à absolument tous les professionnels et tous les nouveaux professionnels qui intègrent l'établissement sont formés au cours, on va dire, des 6 mois de leur arrivée, avec toujours cette consigne, vous avez le droit de ne pas être à l'aise, mais passez le relais, ne bloquez pas.
donc pour reprendre cette question de la crainte ou des peurs, pour pouvoir aller plus loin par rapport à la prise en charge de la question, d'un point de vue de la prévention, me semble-t-il, Madame Ruas-Pires, qu'il y a tout un travail de prévention qui doit être mené justement par rapport à la question de la vie affective et sexuelle également, en se disant qu'on a eu aussi une évolution des sociétés, une évolution des mœurs, le rapport à la pornographie. Alors, du coup, je rebondis sur ce qu'avait dit Maître de Coq sur la loi de 2001, sur l'obligation, normalement, en établissement scolaire, d'aborder la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc, normalement, c'est 3 séances par an de 2 heures, du CP à la fin de la scolarité. Cependant, je reste aussi sur les moyens. On est très peu de conseillères conjugales et familiales. Il y a très peu de postes aussi. Et effectivement, la prévention, c'est un travail qui demande beaucoup de temps et d'énergie. On essaie au maximum, en tout cas sur le secteur du département du Pas-de-Calais, d'intervenir en ciblant des classes qui en auraient besoin. En effet, les séances d'intervention vie affective, relationnelle et sexuelle, elles ont quand même pour but d'aborder la sexualité, non pas, alors là pour le coup, en fonction du risque d'une grossesse ou risque d'IST, mais d'aborder réellement la sexualité comme une sexualité épanouie, plaisir et consentie. Le but, c'est également d'apporter des informations sur leurs questions. Voilà, le jeune, qu'est-ce qui se pose aujourd'hui comme question autour de la vie affective et la sexualité? Effectivement, on est aujourd'hui, on parle beaucoup de pornographie et de lever les tabous aussi en matière de sexualité. Alors la pornographie, le discours de la pornographie, moi j'ai envie de dire que la pornographie a toujours existé, hein, on en parlait tout à l'heure au repas. Voilà, à l'époque, c'était au magasin de journaux où on achetait le petit Playboy et on se cachait pour regarder voilà, tout ce qui était en lien avec la pornographie. Aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que les réseaux sociaux et l'accès à la pornographie est plus, on va dire, plus simple et plus rapide. Et le fait d'aborder du coup en intervention et en prévention la sexualité, ça permet aussi de comprendre que la sexualité, c'est pas ce qu'on peut voir en pornographie, et que la sexualité, c'est un moment de partage, c'est aussi une découverte de la sexualité et de soi-même, hein, parce qu'on parle aussi de sexualité en parlant de soi. Voilà, qu'est-ce que je découvre dans mon corps? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est pas agréable? On parle aussi d'émotions et de relation à l'autre et de respect. Donc ça nécessite justement d'avoir un discours clair, de pouvoir être transparent sur le sujet et de pouvoir évoquer et mettre des mots aussi également. Enfin, un mot est important et ne pas se cacher derrière un autre mot. Ça suppose aussi faire un pas de côté et réussir à progresser ou évoluer au sein des établissements, auprès des professionnels. Je m'adresse à vous, Monsieur Abdakovic. Il me semble que vous avez travaillé la question de la mixité à partir de 2017 dans vos établissements. Tout à fait. La question de la mixité, elle était en établissement d'accueil et d'hébergement collectif. Elle a toujours été en fait de manière taboue liée à la question de la sexualité. Et c'était bien à nouveau une volonté de contrôle, héritage des années avant 68, hein, où on séparait systématiquement garçons et filles de manière à avoir un peu le contrôle des pulsions, le contrôle des populations. Et en fait, on sait bien que ça ne contrôlait pas grand-chose, hein. Mais en tout cas, on y croyait et ça rassurait tout le monde. Quand en 2017, nous avons souhaité faire en sorte que la MEX de l'Artois n'ait que des groupes mixtes et verticaux, alors pour vous expliquer, verticaux, ça veut dire que tous les groupes d'enfants peuvent accueillir de 6 ans à 18 ans. Pas avant 6 ans, parce qu'avant 6 ans, pour des questions techniques et d'habilitation, on n'a pas le droit. Ce sont les assistantes familiales qui accueillent les enfants chez nous. Mais de 6 à 18 ans, nous pouvons avoir des groupes constitués à la fois de garçons, de filles et de tout âge. Ce choix, nous l'avons fait parce que, d'abord, la vraie vie,
que ce soit la vie familiale, mais aussi la vie sociétale, c'est des grands, des moyens, des petits, des garçons et des filles. Ça, c'est la vraie vie. Ensuite, si nous voulons que nos jeunes gens devenus bientôt grands se respectent, ça s'apprend des petits. Ça s'apprend des petits à vivre entre garçons et filles et à essayer de lâcher un peu les stéréotypes que chacun peut avoir sur l'autre genre et apprendre à se connaître et surtout à se respecter. Et puis enfin, dans une maison d'enfants à caractère social qui accueille des enfants confiés par le juge des enfants parce que vivant des situations trop complexes à la maison, donc il faut bien imaginer là des enfants qui sont provisoirement retirés de leur famille. Que faisons-nous des fratries? Or, la seule solution pour permettre à des frères et sœurs de vivre ensemble, mais ensemble, c'est pas chacun dans une unité d'un bâtiment adjacent, voire dans une unité qui est dans une autre commune, mais relevant de la même association. C'est pas ça, vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est être dans la même unité, se croiser au petit déjeuner, se croiser au moment des devoirs et du goûter, partir ensemble à l'école, se croiser quand on rentre de l'école. C'est ça, vivre ensemble. Et donc, il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez faire vivre des fratries ensemble, eh bien, il vous faut des groupes voilà, mixtes et verticaux. Et là, ressurgit donc la question des « oh là là, mais si c'est mixte, ils vont se sauter dessus tout le temps hein, ». C'est exactement le type de fantasme que vous avez dû combattre. Eh bien, je vais devoir vous avouer un grand secret. C'est très calme, en fait. Ils ne se sautent pas beaucoup dessus, pas tant que ça. Ouais, un peu. Ils en parlent beaucoup, voilà. Hein, ça, ils en parlent. Ah, ils écrivent sur les murs des toilettes, tout ça. Enfin, voilà, d'histoires de sexe géant. Enfin, c'est une grande poésie. Mais finalement, non, c'est quand même assez calme, assez calme. Et sur la question, alors il y a deux sujets. Il y a le bénéfice de la mixité vis-à-vis des fratries. On s'est bien rendu compte qu'il y avait un bénéfice secondaire justement à évoluer dans le cadre de ces projets. Vous, dans le cadre de votre projet, vous avez eu des bénéfices secondaires. C'est de se rendre compte que dans le cadre de votre projet, un premier pas lancé autour de la question de l'intimité, ça vous a amené à développer d'autres outils d'accompagnement pour pouvoir justement favoriser la bientraitance et la prise en charge des personnes dans vos établissements. Après l'ouverture de l'espace intimité, on a ouvert aussi l'accès dans les chambres. On a remodifié le règlement de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est passé en groupe mixte. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre, Audrey? On a fait tellement de... Et il y a aussi, grâce au Covid, hein, on peut dire, on a à ce moment-là créé des chambres seules. Et donc, pour les usagers qui sont en internat continu chez nous, ceux qui sont là 7 jours sur 7, ceux-là bénéficient de chambres seules. Et pour l'espace intimité, au départ, quand vous aviez parlé de prudence et de faire petit, effectivement, quand on a démarré, on a ouvert l'espace intimité qu'aux dizaines de jeunes qui étaient en internat continu. Tout ça pour pouvoir gérer au mieux, pour pouvoir expérimenter la création de cet espace, pour ne pas avoir de difficultés et de devoir fermer cet espace. Et donc, on s'est rendu compte finalement au fil des années que ce n'était pas si occupé que ça, malheureusement. Et maintenant, au bout de 6 ans, c'est ouvert à tous les élèves de l'établissement. Et même si on a ouvert à tous les élèves, eh ce n'est pas si occupé que ça. Je pense que quand vous parliez aussi d'autres modules qui ont découlé de l'espace intimité, c'est effectivement... alors, si on reprend le protocole, il y a donc des demandes qui émergent seules ou à deux. Et lorsque la demande émerge à deux, nous mettons en place des entretiens pour pouvoir majoritairement évaluer la capacité à consentir. Alors, pas le consentement, parce que nous savons que le consentement ne se mesure que dans l'instant présent. Donc, la capacité à consentir. Oui. En gros. Et les mesures de prévention hein, qui peuvent être apportées par Triang lors des groupes puberté, affectivité, sexualité. Lorsque nous repérons
en tout cas des items qui peuvent nous paraître un peu contradictoires, ou en tout cas qui ne correspondent pas forcément à nos critères d'accès à l'espace d'intimité. Nous ne donnons jamais un nom définitif d'accès à cet espace, mais nous allons plutôt rediriger les jeunes vers d'autres activités. Disons que nos jeunes, très carencés socialement, éducativement, affectivement, n'ont pas forcément beaucoup de représentation de ce qu'est une vie de couple d'adolescent ordinaire. Pour eux, c'est soit je suis totalement bridée sur ma sexualité, je ne fais rien, je n'ai pas le droit, soit je vais dans l'espace intimité. Il n'y a pas grand-chose entre. Ils ont une vie interne assez pauvre, il n'y a pas forcément beaucoup d'imagination, de créativité au sein de leur couple. Donc nous essayons également de pouvoir réactiver ça en leur apprenant que des adolescents ordinaires hors du parcours handicap ASE, ils peuvent se retrouver au cinéma. Ils peuvent aussi aller faire des tours en ville, ils peuvent aller au salon de thé, ils peuvent sortir en fait comme n'importe quel adolescent. Ça ne vient pas du tout à leur esprit. Il n'y a pas cette possibilité d'accès de par leur parcours de vie qui est très compliqué. Et donc nous leur proposons de pouvoir choisir parmi ces activités, simplement de pouvoir aller au cinéma, de pouvoir se retrouver seul avec son copain, sa copine, en dehors de l'établissement. Et on se rend compte souvent que cette réponse-là correspond bien plus à leurs demandes et leurs désirs que de se retrouver un moment intime en fait, dans l'espace intimité où ils vont peut-être se sentir obligés à certaines choses pour lesquelles ils n'étaient pas prêts. Donc c'est ce qui suppose justement enfin, la mise en place, le travail qui a été mis en place. Vous avez travaillé avec une sexologue dans un premier temps, enfin, vous avez développé les professionnels dans le cadre de cette formation-là. On a parlé aussi des projets d'établissement qui a mené à la réécriture du projet d'établissement. Je sais que Monsieur Abdakovic, vous avez abordé le sujet, quand je parle de l'équipe disciplinaire, du respect à l'intimité et de la réécriture des différents projets d'établissement pour pouvoir rendre professionnels les écrits et distinguer la question de ce qui est de l'ordre de l'intime, de l'ordre de l'information transmise auprès des professionnels. La question du secret, discrétion professionnelle, secret partagé. Tout à fait. Alors, à nouveau, ça nous renvoie à l'histoire et l'héritage de notre profession où il y avait une culture visant à considérer que l'enfant accueilli appartenait complètement, toute sa vie et celle de ses parents même appartiennent complètement aux travailleurs sociaux et que nous avons à tout savoir et que nous avons à tout transmettre. Donc ça, il y a eu un certain nombre de lois qui ont permis un petit peu de reclarifier ces questions-là. On a eu une première loi de 2002 qui est venue quand même rappeler les libertés et les droits fondamentaux des personnes. On a eu également un certain nombre de lois qui ont suivi 2007-2016 qui sont venues aussi demander aux établissements de revoir leurs pratiques et de faire rentrer dans leurs pratiques la notion d'éducation à l'intimité. Et éduquer un enfant à la protection de son intimité, c'est déjà la respecter. Alors, des exemples tout simples. Enfin, moi, j'ai un peu bondi quand j'ai vu les images du petit film, et je rejoins tout à fait Maître Lecoq. La visualisation des messages d'un téléphone portable sans l'autorisation de l'enfant, enfin, c'est une faute. Enfin, c'est pas une pratique acceptable. Enfin, alors, je n'avais pas la compétence d'aller jusqu'à dire qu'on était dans une infraction. En tout cas, sur un plan professionnel, il y a une transgression parce qu'il y a une transgression du contrat passé avec l'enfant sur la notion de respect mutuel. Sachant que souvent, quand les enfants sont confrontés sur leur messagerie à des choses qui les dérangent, ils viennent nous montrer pour avoir notre avis. Donc on n'a pas besoin d'aller espionner leur portable, ça ne sert à rien. Et puis la question de frapper avant d'entrer dans quelque espace que ce soit un bureau ou une chambre, c'est une pratique qui est communément admise et mise en place, et ne le pas faire est une transgression. Ça on est très très clair. Enfin, sur la question des écrits, effectivement, on a dû lutter un petit peu contre cette propension à vouloir
tout dire, tout écrire de la vie des enfants, et il y a une grande partie de leur vie qui ne nous regarde pas. La question de savoir qui a un flirt avec qui est allé dans la voiture de qui, hein, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, sauf à ce que nous ayons des indicateurs de danger, mais cela ne nous regarde pas. Et j'ai clairement stipulé au personnel de la Mecque de l'Artois, comme à ceux de l'établissement où je travaillais précédemment, qu'une jeune fille dont la question de la vulnérabilité du consentement ne se pose pas et qui vient se confier à un professionnel, avoir eu un problème de contraception et penser peut-être être dans une situation de grossesse non désirée, et si elle souhaite être accompagnée, le professionnel est autorisé à accompagner sans qu'il y soit fait référence nulle part. Et je ne veux pas voir dans les cahiers de bord et dans les rapports transmis aux services sociaux cette partie de la vie d'adolescents ou de jeunes adultes qui les regardent. Voilà. Donc, et ça, quand on l'a mis en place, ça a généré beaucoup d'émoi. Enfin, les gens étaient très insécurisés, notamment par la question à nouveau de la responsabilité. Donc on a dû accompagner cela, simplement en proposant aux gens de ne pas rester seuls et de voir avec le chef service ou la psychologue de service pour être aidé dans l'évaluation d'une situation dite de danger ou pas, mais en tout cas, en première intention, on ne diffuse pas, on ne fait pas de publicité, on n'écrit pas et on ne fait pas de transmission. Voilà. S'il faut s'appuyer sur un ou deux collègues ressources pour évaluer, on le fait, mais on ne publie pas. Monsieur Decocq, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, alors, ce qu'on note, en fait, c'est une équation qui est assez complexe à résoudre, parce que d'un côté, bon, je vous passe toutes les conventions protection des enfants, etc., mais le principal texte, d'ailleurs, c'est l'article 9 du Code civil, hein, sur le respect de la vie privée, et les éléments cachés de la vie privée, c'est surtout tout ce qui a trait à la sexualité et aux sentiments. Donc c'est là où le respect doit être, on va dire, absolu, ou en tout cas où l'enfant souhaite qu'il y ait un respect absolu, au titre du respect de sa vie privée. Mais d'un autre côté, vous avez, lorsque vous êtes parent, l'autorité parentale, qui est prévue par 371-1 du Code civil. Alors, c'est soit exercé par les parents, soit lorsqu'il y a des carences, c'est délégué, ou voire retiré, sanctionné. Et donc, quand c'est délégué, on va dire, c'est transmis effectivement aux professionnels de la protection de l'enfance que vous êtes pour certains d'entre vous. Et donc, la question se pose de savoir si, en qualité de professionnel, jusqu'où vous pouvez aller, sachant que vous avez une obligation de sécurité, de protection de l'enfant, ou est-ce que vous devez respecter quand même d'une manière absolue, comme le ferait un parent, je dirais non carencé, j'ai envie de dire, au sein du domicile, qui accorderait certaines libertés. Alors, dans le rapport que j'ai cité tout à l'heure, qui est du mois de novembre 2022, de la Défenseure des droits, à un moment donné, la Défenseure des droits, je vous lis ses conclusions, et c'est assez paradoxal, elle prescrit aux intervenants, c'est-à-dire aux professionnels de la protection de l'enfance, un plus grand respect de la vie privée des mineurs. Parce qu'elle considère effectivement que dans les établissements, cette liberté des mineurs, notamment sur la vie sentimentale et sexuelle, n'est pas suffisamment respectée. Et notamment, elle dit « Je préconise d'appréhender la chambre des mineurs placés comme un espace intime. » C'est une préconisation de la Défenseure des droits, au sein duquel aucune personne ne devrait pouvoir entrer sans avoir demandé l'autorisation. Et après, il y a une seconde préconisation, c'est, on a tous effectivement des smartphones, et bien également de ne pas accéder dans le respect voilà, du
du secret de la correspondance, hein, que ce soit SMS, email, etc., parce que c'est vécu effectivement comme une véritable injustice. Bon. Sauf que, il faut être lucide, et les professionnels de la protection de l'enfance le sont, et la réponse qui a été donnée, c'est de dire oui, d'accord, mais en fait, comment on peut concilier en fait ces libertés et ces droits des enfants avec l'obligation renforcée en termes de sécurité et de protection dont on est débiteur à l'égard des enfants. Et sur ce, de rappeler qu'il y a une loi du 5 mars 2007 qui permet aux professionnels de la protection de l'enfance d'échanger entre eux des informations qui sont confidentielles, alors pas pour les afficher sur la place publique, mais pour en fait adapter je dirais, le comportement ou les mesures correctives à prendre pour satisfaire justement à cette nécessité de protéger un enfant. Sachant que l'enfant, vous n'allez pas... Alors, je ne connais pas l'âge des enfants que vous avez, mais vous savez très bien que, voilà, tant qu'on n'a pas 13 ans, hein, je rappelle, moins de 13 ans, l'enfant est considéré comme non discernant, hein, et notamment enfin, sur le plan pénal, hein, on ne peut pas lui reprocher une infraction. 13 ans, il n'a même pas à consentir voilà, en civil, hein, là, sur une adoption, par exemple. Et puis à 15 ans, on va vous dire, bah oui, 15 ans, c'est un peu plus mûr. Effectivement, alors, la maturation, elle est à la fois intellectuelle et physique. Hein, voilà, généralement, ça va de pair, hein, avec les hormones, tout ce qu'on peut connaître, hein, qui est lié en fait à cette évolution. Et puis à 15 ans, on considère qu'on peut consentir hein, une relation sexuelle. Et puis après, vous avez un seuil supérieur à partir de 16 ans où on peut, mais ça reste limité, et bien voilà, s'affranchir de l'autorité parentale pour des jeunes qui obtiendraient l'émancipation. Et puis on peut prendre des engagements contractuels. Hein. Je rappelle qu'à 16 ans, on peut être gérant d'une société. Hein. Hein, il n'y a pas de majorité à 18 ans pour être gérant d'une société. Voilà. Donc, alors tout ça pour vous dire que vous avez compris, l'équation elle est complexe parce qu'à la fois la protection de l'enfant, notamment dans le cadre de ce qu'on peut appeler l'autorité parentale au sens large, que vous récupérez en tant que professionnel de la protection de l'enfance, eh bien, elle est une obligation pour vous, elle est une nécessité pour l'enfant, mais une fois qu'on a dit ça, la défenseur des droits nous dit oui, mais cette obligation pour vous et la nécessité pour l'enfant, c'est-à-dire de protéger ses intérêts, ne justifie pas à elle seule, je dirais, une violation de ses libertés. Donc l'équilibre doit être trouvé voilà, avec l'ensemble de ces ingrédients et l'appréhension ou en tout cas le traitement il doit être adapté, proportionné. Il s'agit d'une liberté. Hein. Enfin, là, je vous parle comme juriste. Voilà, c'est toute atteinte à une liberté peut être autorisée si elle est notamment proportionnée par rapport au but recherché, etc. Donc, et cette proportion, elle est en fonction de la maturité. Alors, il y a les seuils, 13, 15, 16 ans, mais pas que, puisque après, il faut prendre en considération, mais là, c'est plus parfois pour des enfants qui sont en difficulté, voilà, les capacités cognitives et intellectuelles. Hein. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que aujourd'hui, il y a encore beaucoup, à mon avis, de chemin à faire pour arriver à trouver cet équilibre. Voilà. Merci. Bon, je pense qu'on pourrait faire un colloque qui pourrait encore durer des heures sur le sujet, tellement on pourrait avoir un partage sur la question. Malheureusement, on va devoir conclure cette seconde table ronde. On vous invite auprès de la salle à nous présenter vos questions sur le sujet. Est-ce que l'un d'entre vous a des questions ?
Bonjour à tous et merci pour vos interventions. Vous avez beaucoup parlé de l'accompagnement à la vie affective de la part des professionnels à l'égard des jeunes. Et je me posais la question, les jeunes aujourd'hui ont aussi accès potentiellement à une forme d'accompagnement sur certains sites internet où ils peuvent bénéficier de conseils en tout genre. Et également, il peut y avoir une part de l'éducation à la vie affective et sexuelle qui, pourquoi pas, peut aussi se faire par certaines séries. Je pense à la série Sex Education. Et je me demandais comment penser cette articulation entre ces autres... Internet, les séries et l'accompagnement qui est proposé dans le cadre des établissements du parcours scolaire. Vous pouvez commencer. Bon. Alors, premier point de réponse, tous les supports grand public, type séries, Internet, etc., en général, ils n'ont pas besoin de nous pour les trouver, et c'est même plutôt souvent l'inverse. C'est-à-dire que c'est souvent plus eux qui, à un moment donné, nous posent des sujets en disant « je l'ai vu dans telle série » ou « je l'ai vu dans tel poste ». Et c'est quand même plus souvent comme ça que ça fonctionne. Quand on prononce le mot Internet dans une réponse pareille, il y a tout de suite une frayeur, en tout cas ce qui me concerne, qui s'installe. Nous sommes là face à une vraie problématique autour de l'Internet et de la pornographie sur Internet, et surtout de l'usine de la vente de la sexualité violente comme fantasme dominant de la pornographie. Et ça devient un réel problème, parce que non seulement les gamins y accèdent très facilement, mais ce n'est pas suffisant qu'ils y accèdent très facilement. En plus, les professionnels de ce monde-là, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des professionnels, ont mis en place un système de hacking. Enfin, ils viennent chercher les gamins. C'est-à-dire que même les mômes qui ne cherchent pas tombent sur de la pornographie très vite. Et ensuite, on entre dans des mécanismes d'attirance du gamin, d'addiction. On les rend addicts à cette forme de loisir, parce qu'il y a un côté à la fois, chez les tout jeunes, à la fois écœurant, excitant. Enfin, il y a ces deux tensions qui s'opposent, et on y retourne, et on construit là une image fantasmée d'une sexualité qui est très très loin de ce qu'on traite aujourd'hui, c'est-à-dire la vie affective et sexuelle. Puis du coup, je vous donne le relais, parce que je pense qu'on n'est plus sur votre domaine après. Alors, concernant la pornographie, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est l'accès, comme vous le disiez, en quelques clics, à une image ou une vidéo à caractère pornographique. Alors, il faut savoir qu'il y avait une étude qui avait été faite où, en tapant n'importe quel mot sur Google ou une autre barre de recherche, au bout de 5 clics, il va apparaître en spam ou en petite fenêtre qui va s'ouvrir une image ou une vidéo à caractère pornographique. Voilà. Alors, on me dirait pourquoi. Alors, je sais que, pour pas citer, mais pour les films pornographiques, en tout cas en libre accès et qui ne sont pas payants, ils utilisent des mots que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours pour retrouver une image pornographique. Par exemple, je cherche personne âgée, et bien au bout de 5 clics, je vais tomber sur une vidéo, une image pornographique avec des personnes âgées. Voilà, sans forcément chercher. Et c'est vrai que du coup, quand on fait de la prévention liée à la vie affective et relationnelle et sexuelle, on parle de ces images et de ces vidéos qui peuvent du coup heurter, puisque c'est l'image que du coup le jeune va faire de ces vidéos. Est-ce que du coup la sexualité c'est réellement comme ça? Est-ce que du coup il faut que le garçon soit viril, puissant, avec un gros sexe? Voilà. Alors il faut savoir qu'il y a 1% de la population qui a un sexe qui pourrait être choisi pour être acteur porno, il faut le savoir, hein. Donc c'est pas la majorité. Vous êtes rassurés? Seul 1%. Pourquoi elle me regarde? Je vous rassure.
Qui lui a dit? Le 1% est là? Ah d'accord. Et du coup, j'en perds le fil. Du coup, le but aussi aux jeunes, c'est de leur expliquer que la pornographie, ça existe. Et de toute façon, on ne pourra pas l'enlever. Je vous ai dit, ça existe depuis des années, puisqu'il existait déjà, vous vous souvenez, ce film à telle heure qui allait passer, où on disait aux enfants d'aller se coucher. Hein, voilà, il ne fallait pas le regarder. Aujourd'hui, on ne demande même plus à l'enfant d'aller coucher, puisqu'on mange un yaourt tout nu, ou les clips, ou même les séries télé. La sexualité est partout. Le but, c'est, lors des animations, d'expliquer que la sexualité, eh ben, il y a plein d'autres champs possibles que celles liées à la pornographie. Je reviens par exemple sur Sex Education. Alors, je ne veux pas faire la promo de Sex Education. Pour autant, voilà, la nouvelle saison est sortie. Et quand on va aller en établissement scolaire avec mes collègues, on va avoir ces questions. Mais madame, est-ce que c'est comme dans Sex Education ou voilà. Il faut savoir quand même que Sex Education, un livret est en libre accès. Le livret Sex Education, et pour le coup il a été réalisé par une sexologue, puisque la personne qui est dans le film Sex Education est une sexologue, et du coup moi je dis toujours aux jeunes, pour le coup le livret là il y a des informations qu'on peut prendre en considération, comme par exemple d'autres sites, On s'exprime, ou plein d'autres sites où les jeunes peuvent avoir accès à de réelles informations autour de la sexualité et non pas de la pornographie. Une dernière question peut-être? Oui, bonjour. Moi, j'interviens non pas en tant que professionnel, mais en tant que parent. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Decoq par rapport à la possibilité ou non d'intervenir sur la vie privée, entre guillemets, d'une enfant ou d'une personne en difficulté. Moi, j'ai une fille qui a de 41 ans, donc qui est majeure depuis longtemps, qui a une maladie incurable, mais qui est considérée comme une personne fragile. Et par rapport à tout ce qu'on voit maintenant en termes de harcèlement sur les réseaux et sur les téléphones portables, la question se pose de quid de l'intervention ou non sur cette intimité, comme indiqué, et où par moment l'intervention des parents peut être nécessaire pour mettre un terme ou limiter le harcèlement, sachant que des jeunes avec ou sans handicap ou des adultes aussi vont mettre, à mon avis, très longtemps avant d'avouer ce qui se passe, parce que quelque part ils se sentent un peu fautifs, même si c'est involontaire, mais c'est psychologique. Et donc pour moi c'est un réel problème dans ce domaine de la limite, la bonne limite entre l'intimité préservée et l'intervention nécessaire de parents. Oui, alors pour répondre, donc l'intimité, la vie privée, bon, ça c'est un droit qui est reconnu à votre enfant. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté, mais après votre intervention, pour moi, elle n'est pas exclue. Si vous avez identifié, j'irais, une personne, un tiers, et que vous souhaitez intervenir, qui peut s'en plaindre? Bon, il n'y aurait que l'enfant qui pourrait dire bah, écoutez, moi je considère que mon père est allé trop loin, qu'il n'avait pas le droit d'intervenir, que c'est une atteinte à ma liberté. À la rigueur, il n'y a que l'enfant qui peut se prévaloir d'une atteinte, j'irais, à ses droits. Mais ça n'exclut pas, si vous voulez, qu'un parent, et je parle comme parent, hein, j'ai 2 filles de 22 et 25 ans, je pense que je serais le premier à intervenir, si vous voulez, s'il y avait, ou si j'avais le sentiment qu'il y ait une agression externe, extérieure, qui soit de nature à, j'irais, porter atteinte aux droits, parce qu'après, si vous voulez, on peut aller sur d'autres sujets, tels que le sujet du harcèlement. Ça peut être du harcèlement sexuel, et puis pas que, puisque vous avez depuis août 2015 la loi Rebsamen qui sanctionne tout comportement à connotation sexuelle qui peut porter atteinte, si vous voulez, à la dignité
des personnes, que ce soit un garçon ou une fille. Et donc là, vous êtes en droit, si vous voulez, à partir du moment où il y a des textes, d'intervenir pour assurer la défense des intérêts, je dirais, de votre enfant, puisque voilà, enfin, je pense qu'on peut défendre ces enfants et qui restent nos enfants, même au-delà de 18 ans. Enfin, voilà, il n'y a pas d'âge pour ça. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à... De santé aussi, quelquefois, c'est un peu la même chose. On ne vous entend pas. Ouais. Voilà. Ça peut être la même difficulté pour les professionnels dans ce domaine, où la limite d'intervention, s'ils peuvent présumer d'un quelconque problème. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Oui, que ce alors, soit pour un parent, que ce soit pour un professionnel. La limite entre vulnérabilité et consentement, c'est plutôt ça. Oui, alors après, le professionnel, si vous voulez, enfin, ça on le voit dans des dossiers, il a également certaines obligations en matière à la fois professionnelle et éthique, et s'il détecte, si vous voulez, un comportement ou un risque pour l'enfant qui est placé sous la protection du professionnel, donc après il y a des procédures de signalement, hein, voilà, enfin, je dirais ce n'est plus au professionnel d'intervenir. Pour information, aujourd'hui, même dans les universités où vous avez des étudiants qui voilà, ont une vie estudiantine souvent riche le soir, et puis il existe, si vous voulez, des procédures internes qui sont mises en place, parce que, et on a eu à traiter certains dossiers où vous aviez des jeunes, je dirais, qui, peu importe, qui sont en deuxième, troisième année ou en master, etc., qui, au cours d'une soirée estudiantine notamment, vont dire, ben voilà, moi j'ai, bon, certes il y avait un peu d'alcool, etc., mais et j'ai été agressé, hein, j'ai été touché par un étudiant, il m'a forcé, il a voulu m'embrasser, etc. Ben, même à ce niveau-là, si vous voulez, il y a des procédures qui font qu'à un moment donné, il y a des signalements qui sont faits par, je dirais, soit un référent, pour lutter contre tout ce qui est harcèlement sexuel ou comportement déviant, soit par le chef d'établissement. Voilà. Merci. Merci. Je remercie l'ensemble des intervenants par rapport à cette table ronde pour pouvoir aborder la question. Je pense qu'on peut les applaudir.